Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Lumière et son. Nous avons présenté ici la première partie de la première séance de ce cours. Comme précédemment, et selon bien sûr les objectifs d'enseignement, d'apprentissage selon le curriculum pédagogique des cycles primaires, nous adoptons le plan suivant. Nous commençons par la définition de la lumière. Après avoir défini la notion d'une onde, après, on va savoir les sources de la lumière. On va connaître les matériaux selon la transmission de la lumière, savoir aussi les propriétés de la lumière, reconnaître et interpréter le phénomène de l'arc-en-ciel en se basant bien sûr sur les propriétés, les caractéristiques de la lumière. On va bien sûr définir ou bien reconnaître la propagation rectiligne de la lumière, sa réflexion et sa réfraction, aussi la dispersion et la diffraction de la lumière, et aussi nous terminerons par synthèse additive et soustractive des couleurs, et donc, bien sûr selon la source de la lumière. On va commencer par la définition d'une onde. Généralement, une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse bien déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Généralement, on peut dire qu'une onde suit la propagation d'une perturbation. Bien sûr, on peut citer différents types d'ondes. Il existe trois principaux types d'ondes. Ce qu'on appelle les ondes mécaniques se propagent à travers une matière physique dont la substance se déforme. Ça veut dire que la propagation des ondes mécaniques, il nécessite d'un support matériel. Comme il montre les photos, on peut, lors de lancement d'une pierre sur la surface d'eau immobile, il y a apparition de perturbations. Ces perturbations s'appellent bien sûr des ondes. Ou bien, lors de la déformation d'une corde, comme vous voyez sur la photo, il y a aussi ce qu'on appelle la propagation d'une onde. Aussi, lorsqu'on appuie sur un ressort, comme vous voyez dans la photo, il y a apparition d'une déformation ou perturbation qui se propage au long du ressort. Et bien sûr, selon la direction de la perturbation ou de la déformation, et selon aussi de la direction de la propagation, on peut définir ce qu'on appelle les ondes transversales et les ondes longitudinales, qu'on va bien sûr expliquer dans la science du cours. Aussi, il y a un autre type concernant ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Dans ce cas, des ondes ne nécessitent pas de support matériel, comme la propagation ou bien comme les ondes lumineuses. Et aussi un troisième type, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, aussi ne nécessitent plus de support. Ce sont des déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent. On passe maintenant à la définition de la lumière, qui est une onde électromagnétique transversale
ça veut dire que sa direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation ou bien de la déformation. Contrairement aux ondes mécaniques, il se propage dans le vide avec une vitesse ou célérité d'environ 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Comme vous voyez sur la figure que la lumière est une combinaison du champ électrostatique E et du champ magnétique B. Et bien sûr, donne une vitesse de propagation ou bien une onde de propagation K ou bien la vitesse V. Alors cette onde est caractérisée par la longueur d'onde qui représente la distance entre deux valeurs d'extrême successives, comme il est montré dans la photo ou bien la figure. Ça, c'est la longueur d'onde lorsque l'axe des X représente de la distance. Alors, la vitesse, bien sûr, est reliée avec, bien sûr, la longueur d'onde lambda et la fréquence n, et on peut écrire que V, c'est lambda sur la période t, qui égale, bien sûr, lambda multiplication de la fréquence. Bien sûr, la fréquence est le nombre de vibrations par seconde et qui est relié à la période que n égale à 1 sur t. De la même manière, t représente, bien sûr, le temps entre deux valeurs extrêmes. Dans ce cas, l'axe des X représente le temps. On peut définir à partir d'un schéma la période t. Et bien sûr, il y a des multiplications et de des multiples et sous-multiples de Hertz. On trouve le kilohertz qui égale 10⁻³ Hertz et aussi 1 MHz représente 10⁻6 Hertz et des sous-multiples 1 MHz représente 10⁻³ Hertz. Aussi, on peut définir le spectre de la lumière. Comme vous voyez dans la photo, la lumière visible, c'est-à-dire qu'on peut voir, c'est dans la longueur d'onde compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Bien sûr, à droite, on trouve les ondes infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Et à gauche, dans, bien sûr, la longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres, on trouve l'ultraviolet, il provient du soleil, aussi les rayons X, les rayons gamma. Bien sûr, lorsqu'on parle de la longueur d'onde, on des ondes, bien sûr, inférieures à 400, et lorsqu'on parle des fréquences, ça veut dire qu'elles ont des fréquences supérieures, que la fréquence, bien sûr, est réciproquement reliée avec la longueur d'onde et bien sûr de la vitesse de la lumière. Passons maintenant à la définition d'une source de la lumière qui est un élément envoyant de la lumière. Il existe deux types de sources. Ce qu'on appelle les sources primaires, toute source qui produit de la lumière. Il est visible, même il existe à l'état isolé de toutes autres sources lumineuses. On distingue trois familles. Les sources primaires naturelles, comme le soleil, les étoiles, la lave, le feu, etc. On peut aussi ce qu'on appelle les familles de sources primaires artificielles, comme des lampes, bien sûr, et aussi les sources primaires animales. On peut trouver quelques insectes, bien sûr, lumineuses, comme les lucioles, les vers luisants. Ce sont des insectes ayant une queue lumineuse. Deuxième type de source lumineuse, ce qu'on appelle objets diffusants, ou bien
sources secondaires. On peut le définir comme des sources ou bien tout objet qui renvoie de la lumière. Ça veut dire un objet diffusant n'est donc visible que s'il est éclairé par une autre source, c'est-à-dire elle a besoin d'une source primaire. Par exemple, la lune, comme vous savez, la lune, bien sûr, c'est un objet diffusant. Bien sûr, il diffuse de la lumière grâce ou là qui provient du soleil. Les planètes, bien sûr, les planètes lumineuses, les murs des bâtiments, un écran de cinéma, etc. Ce sont bien sûr ce qu'on appelle des sources secondaires ou bien diffusants. Passons maintenant au phénomène de transmission de la lumière. Bien sûr, selon la transmission à la lumière, on peut citer trois types. Premier type, ce qu'on appelle les objets transparents. Shaffaf, ça veut dire un objet laisse passer la lumière qu'elle reçoit sans la diffuser. Exemple, l'air, le verre, l'eau. Alors, un objet transparent, comme il est montré sur la photo ci-contre. Comme vous voyez, on peut bien sûr voir les stylos qui sont arrière de cet objet transparent. On peut trouver aussi ce qu'on appelle objet opaque, mu'tam. Ça veut dire il ne laisse pas passer la lumière. Elle la renvoie. Exemple, le carton, le bois, bien sûr, comme il est montré sur la photo ci-contre, comme vous voyez que le cercle ne laisse pas, voyez bien sûr, voir les stylos. Cet objet s'appelle un objet opaque. On peut aussi citer le troisième type, ce qu'on appelle objet translucide. Nisf shaffaf, c'est un objet qui laisse passer une partie de la lumière, on diffuse une autre et ne permet pas de distinguer nettement la source, comme il est montré bien sûr sur la photo ci-contre, comme exemple, papier calque, verre d'épaulé ou martelé, c'est-à-dire on trouve quelques fissurations ou bien quelques rayures, ce qui ne permet pas bien sûr de voir d'une manière nette l'objet en arrière. Passe maintenant à les propriétés de la lumière. Nous commençons par la propagation rectiligne. Dans ce cas, on peut passer trois barrières, chacune avec un petit trou au milieu, et on les place en ligne droite devant une source lumineuse ou bien une lampe allumée. Sa lumière, bien sûr, lorsqu'ils sont placés en ligne, sa lumière est visible. Cela indique bien sûr la propagation rectiligne de la lumière, ou bien la propagation de la lumière en ligne droite, comme il est montré dans les deux photos. Comme vous voyez, ça veut dire il y a bien sûr sur l'écran ou bien l'apparition des lignes lumineuses qui sont des lignes droites. On peut dire que dans un milieu transparent et homogène, c'est-à-dire que les propriétés des milieux sont les mêmes en tout point, autrement dit, on peut dire qu'ils se composent de la même matière, alors dans ce cas, la lumière se propage en ligne droite. On passe maintenant à une autre propriété ou bien une autre preuve concernant la propagation rectiligne de la lumière. Dans ce cas, on place une bougie à baie devant une chambre noire ayant une face translucide, ce qu'on appelle diaphragme. La face opposée du diaphragme est percée d'un petit trou sténopie, ou bien s'appelle sténopie.
Comme vous voyez sur l'image, que sur l'écran de la chambre noire, on obtient une image A'B' renversée par rapport à la bougie AB, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la propagation rectiligne de la lumière. Comme vous voyez dans la photo, bien sûr, la ligne horizontale ne dévie pas et aussi la ligne croisée. C'est pour cela qu'on obtient une image renversée. Comme j'avais dit, qui est une preuve supplémentaire de la propagation de la lumière. On peut aussi conclure ou déduire aussi que D sur petit d égale, bien sûr, la dimension de l'image sur la dimension de l'objet. C'est-à-dire il y a une proportionnalité entre la distance entre l'objet et sténopie et la distance entre le sténopée et l'écran. Cela, on peut dire que la clarté de l'image obtenue dépend du diamètre du trou, c'est-à-dire des percées. Plus le diamètre est petit, plus l'image est nette, c'est-à-dire l'image devient nette, et l'image A'B'. Et aussi que les dimensions de l'image se rapportent à, en se basant sur, bien sûr, la relation précédente, que la distance entre le voile et l'écran D, c'est-à-dire que l'image, bien sûr, A'B' est grande lorsque D, grand D est grand, c'est-à-dire la distance entre sténopie et bien sûr l'écran. Il est aussi dépend de la distance entre le corps lumineux et le voile D, c'est-à-dire la distance D. Lorsque D entre la bougie et le sténopie est petit, alors on sait que l'image est grande. Cela veut dire en se basant bien sûr sur la règle ou bien la relation qui relie la distance entre l'objet et l'image et aussi la dimension de l'objet et la dimension de l'image. On passe maintenant à les types, bien sûr, des ombres. Alors, les types des ombres dépendent de la nature de la source lumineuse. Nous commençons par le cas dont la source lumineuse est ponctuelle. Ça veut dire, comme vous voyez dans la figure, se forme d'un point. Dans ce cas, les ombres, bien sûr, se forment lorsqu'on place un objet opaque entre une source lumineuse et un écran. Il s'explique par le phénomène de propagation rectiligne de la lumière dans un milieu transparent et homogène. Comme vous voyez dans la photo que le corps ou bien l'objet 1, ou bien c'est une zone, ou l'objet 1 qui est un objet bien sûr opaque, il bloque la propagation de la lumière. Cela aussi, c'est une preuve supplémentaire de la propagation rectiligne de la lumière. Dans ce cas, dans la source lumineuse est ponctuelle, on peut définir trois types d'ombres qui se forment. Premier type, bien sûr, ce qu'on appelle ombre propre. C'est la zone 1, c'est la zone sombre des corps opaques, comme il est montré bien sûr dans la figure. On trouve aussi la zone 2 qui s'appelle cône d'ombre. C'est la zone de l'espace où cet objet n'est pas éclairé par la source lumineuse. C'est la zone 2. Et bien sûr, troisième type, c'est l'ombre portée. C'est la zone 3. C'est la partie non éclairée. Comme vous voyez de contours circulaires,
qui apparaissent sur l'écran. C'est la zone, comme j'avais dit, la zone 3. Cette zone, bien sûr, est liée à la distance entre la source lumineuse S et le corps sombre, d'une part, et à la distance entre l'écran et le corps sombre d'autre part, et aussi du diamètre du corps sombre, c'est-à-dire en se basant sur la règle précédente, c'est-à-dire D, grande D sur petit d, égale la dimension de l'image sur la dimension, bien sûr, de l'objet. Ça veut dire que cette constatation ou bien cette partie non éclairée qui dépend bien sûr de la distance entre la source et l'objet opaque et aussi de l'écran. Pour le deuxième cas, c'est le cas dont la source lumineuse diffuse, c'est-à-dire non ponctuelle. Dans ce cas, la source lumineuse diffuse est une source dont les dimensions sont grandes par rapport aux dimensions du corps opaque, placé entre l'écran et la source lumineuse. C'est-à-dire que ce cas qu'on a déjà vu pour l'éclipse solaire ou bien l'éclipse lunaire. Alors dans ce cas, la dimension bien sûr du soleil il est supérieure ou bien plus grande que la dimension soit de la Lune ou bien de la Terre. Dans ce cas, on peut trouver 5 types d'ombre. Ces types sont l'ombre propre, bien sûr, c'est la zone sombre du corps opaque, comme le cas précédent. On peut trouver aussi le cône d'ombre, c'est la zone en forme de cône qui s'étend de l'objet opaque à l'écran. C'est la zone 2 qui est montrée dans, bien sûr, sur la figure. Aussi, cône de pénombre, c'est la zone forme de cône entre l'objet opaque et l'écran. Il entoure le cône d'ombre. C'est comme il est montré, c'est la zone 3. Dans ce cas, lorsqu'il y a une partie dans la zone 2, bien sûr, et dans la zone 3, on parle de l'éclipse solaire partielle, comme nous avons vu précédemment. Aussi, on trouve ombre portée, c'est la zone 5, c'est la zone où un cône rencontre l'ombre de l'écran. Bien sûr, c'est la zone 5. Et bien sûr, qui est en relation avec le pénombre, ce qu'on appelle le pénombre porté. Dans ce cas, la zone où le cône de la pénombre rencontre l'écran. C'est-à-dire que l'ombre portée en relation avec l'ombre propre et pénombre portée en relation avec le cône de pénombre. C'est pour cela qu'on peut bien sûr se vient de ce type d'ombre. Alors dans ce cas, comme vous voyez, on peut trouver 5 types d'ombre pour le cas où la source lumineuse est diffuse. On passe maintenant à une autre propriété de la lumière. Il s'agit de la réfraction de la lumière. Alors, comme observation ou bien situation de départ, on fait introduire un crayon dans un verre rempli d'eau. On pose la question, ou bien la question d'investigation, que observez-vous et comment expliquer, bien sûr, le changement du trajet ou bien le casser des crayons. Alors, comme vous voyez dans la photo, il apparaît que le crayon est cassé. Bien sûr, après observation et bien sûr de poser la question d'investigation, on passe aux hypothèses.
Alors, l'hypothèse 1 est que le crayon peut être cassé. L'hypothèse 2, c'est la déviation des rayons lumineux de sa trajectoire, ou c'est le changement de la direction des rayons lumineux lorsqu'ils se propagent d'un milieu transparent homogène à un autre différent. Voilà, bien sûr, on passe de l'observation puis des hypothèses, alors on passe à l'étape d'expérimentation, bien sûr, pour expliquer et de répondre à la question d'investigation. Pour cela, on peut faire une manipulation et on va besoin du matériel didactique, une boîte à rayons, c'est boîte à faisceaux, ou bien c'est une source lumineuse, un bassin semi-circulaire, s'appelle dioptre, une substance à identifier, c'est-à-dire comme dans le cas de la situation de départ, c'est de l'eau. Ici, on peut choisir une substance qui se compose de verre, feuille de papier, un rapporteur pour mesurer les angles et une règle, bien sûr, pour dessiner les différentes lignes qu'on peut, bien sûr, obtenir. En effet, il y a des renseignements et bien sûr à donner aux apprenants à suivre pour arriver à répondre à la question d'investigation. Alors, on les demande de tracer deux droites perpendiculaires se croisant au centre de la feuille, comme il est montré dans la photo. Comme vous voyez, il y a deux droites perpendiculaires. Après, on les demande de positionner le bassin semi-circulaire contenant la substance à identifier, en s'assurant bien sûr que le centre du bassin soit coïncide ou bien centré avec la normale. Alors, comme vous voyez ici dans la photo, il y a une substance sous forme de demi-disque en verre, et bien placée dans ou là sur les droites tracées. Après, on dessine le contour des bassins sur la feuille et puis on commence à projeter un rayon lumineux sur la partie plane des bassins et on observe bien sûr qu'est-ce que se passe. Par la suite, on les demande à tracer en pointillé le trajet des rayons incidents ainsi des rayons réfractés. Alors comme vous voyez, bien sûr, il y a sur la photo, il y a changement de la trajectoire ou bien de la direction des rayons lumineux. Et par la suite, on identifie le rayon incident I1 et le rayon réfracté, bien sûr, après avoir les tracés. Et bien sûr, pour rendre les mesures avec plus de précision, on peut bien sûr répondre ou bien recommencer les étapes 5 et 6 pour avoir trois autres mesures d'angle et bien sûr pour s'assurer ou bien de faire sortir les lois. Bien sûr, après avoir déterminé bien sûr les angles de bien sûr d'incidence et de réfraction, bien sûr on peut exploiter les résultats obtenus. Alors on peut schématiser bien sûr les rayons lumineux, c'est les rayons incidents ainsi que les rayons réfractés et bien sûr de tracer et de mesurer les angles d'incidence et de réfraction. Alors, lorsqu'on a bien sûr le passage des rayons d'un milieu à un autre, comme vous voyez sur le schéma, il y a changement de trajectoire. Dans ce cas,
on l'appelle le phénomène, c'est le phénomène de réfraction. Dans ce cas, on peut aboutir à deux lois. Les lois de, bien sûr, de Snell-Descartes. La première loi dit que le rayon incident avec l'angle d'incidence alpha et bien sûr le rayon réfracté avec l'angle de réfraction bêta, comme il est montré sur le schéma, et aussi la normale, qui est en vert, appartient au même plan. Ce plan, bien sûr, appelé plan d'incidence. Ça veut dire que les deux rayons appartiennent au plan de l'écran, comme vous voyez sur la photo. Et la troisième loi dit qu'il y a une relation entre les angles. Il s'agit de l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Et bien sûr, les indices de réfraction N1 du milieu 1 et celui du milieu 2 N2. Voilà, qui est bien sûr représenté par la relation suivante N1 sinus alpha est égal N2 sinus bêta. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît bien sûr les deux indices, avec l'angle alpha d'incidence, on peut calculer l'angle de réfraction bêta ou inversement. Ah, ça, bien sûr, c'est les deux lois. La première loi et la troisième loi. Passons maintenant à une autre propriété de la lumière. Il s'agit de la réflexion de la lumière. Dans ce cas, on remplace bien sûr la substance précédente, ou le dioptre, par un miroir. Donc, la réflexion, comme vous voyez, c'est un phénomène dont le rayon va rebondir ou bien réfléchir sur le dioptre et réparti dans le même milieu. C'est-à-dire, comme vous voyez, que le rayon ne passe pas dans le milieu en dessous. Dans ce cas, on peut utiliser un miroir. Et bien sûr, l'exploitation bien sûr de ce loi, on peut bien sûr aboutir à la loi de Descartes. La première loi dit, comme précédente, que le rayon incident avec l'angle d'incidence est 1 et le rayon réfléchi avec l'angle de réflexion R et la normale appartient au même plan, c'est-à-dire le plan de l'écran. Et la deuxième loi dit bien sûr que les angles d'incidence et de réflexion sont reliés par la relation suivante qu'elles sont bien sûr égaux, c'est-à-dire que I1 égale à R. Et comme on a déjà montré dans la science du cours, ce cas, c'est un cas particulier, bien sûr, de la troisième loi de Descartes qui est reliée, bien sûr, au phénomène de réfraction. Si on peut, selon bien sûr la nature des matériaux et l'interface, il existe deux types de réflexion. C'est la réflexion irrégulière ou diffuse, qui est représentée bien sûr sur la première photo en haut. Ici, lorsque bien sûr un rayon incident tombe sur une surface rigoureuse, c'est-à-dire qui n'est pas lisse, ou bien qui n'est pas horizontale, ou bien lisse, alors il y a bien sûr réflexion dans un grand nombre de directions, c'est-à-dire que les directions ou bien les rayons réfléchis ne sont pas parallèles. Dans ce cas, la réflexion s'appelle réflexion irrégulière
ou réflexion diffuse. Le deuxième cas, c'est la réflexion uniforme ou spiculaire. Dans ce cas, lorsqu'on a les rayons incidents rebondis ou bien réfléchis sur une surface uniforme et lisse, et elle donne bien sûr naissance des rayons réfléchis parallèles, comme il est montré dans la photo. C'est-à-dire, ces deux types de réflexion dépendent bien sûr de l'état des matériaux et aussi de l'état de surface. Passons maintenant à un autre phénomène. Il s'agit de la dispersion, tabaddud, ou bien tashattut, de la lumière blanche, c'est-à-dire la décomposition de la lumière blanche. Dans ce cas, on a besoin de ce qu'on appelle un prisme en verre et on fait bien sûr projeter une lumière blanche et qui traverse bien sûr ce prisme, ou bien on utilise un réseau. Alors cette lumière est décomposée en une infinité de radiations parce que, comme vous avez connu, que la lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est-à-dire elle se compose de plusieurs couleurs au muta'addid al-alwan. Bien sûr, ce phénomène s'appelle la dispersion. Dans ce cas, on peut dire que la décomposition, comme vous voyez sur l'écran, de la lumière blanche par un prisme est due à son indice de réfraction optique, c'est-à-dire que chaque prisme a un indice bien sûr spécifique n, lequel dépend de la longueur d'onde de radiation ou bien de fréquence. Alors dans ce cas, le milieu est dit dispersif. Alors aussi, comme vous voyez bien sûr sur l'écran, que le prisme divise davantage les radiations de courte longueur d'onde, comme vous voyez le volet qui est en haut, bien la violet, la couleur violet qui est en haut, c'est-à-dire les couleurs qui ont une longueur d'onde vers 400 nanomètres, et que les radiations de longue longueur d'onde, comme le rouge qui est en bas, qui est le plus dévié, ont une onde vers 800 nanomètres, alors que c'est l'inverse lorsqu'on remplace le prisme par le réseau. Ça veut dire que le rouge devient le moins dévié, c'est-à-dire devient en haut, et le violet est le plus dévié, qui devient bien sûr en bas. Alors, dans ce cas, comme on a vu dans la science de cours, le prisme, ou bien le phénomène de dispersion, c'est-à-dire il y a succession de phénomènes de réfraction. C'est-à-dire, il y a réfraction lorsque, bien sûr, les rayons tombent sur la première face du prisme, puis il subit une deuxième réfraction lorsqu'il rencontre la deuxième face. Et on obtient bien sûr la dispersion ou bien la décomposition de la lumière blanche, comme vous voyez sur la photo, en plusieurs couleurs, c'est-à-dire il y a dispersion de la lumière polychromatique en couleur monochromatique, c'est-à-dire contient une seule couleur.